Magazine de prédilection Kiosque, c'est magazine de la rédaction des Canal Congo Télévision en vue de suivre ensemble l'analyse de différents sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce mardi 27 février 2024 à Luanda en Angola sur invitation de son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur attitré dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une énième tentative de rapprochement entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, après l'échec du mini-sommet d'Addis Abeba, dont l'objectif était d'amener les deux antagonistes à renouer le fil du dialogue. Analyse et commentaires sur Kiosque. Et puis, nous allons donc analyser et scruter l'adhésion de Jean-Jacques Mamba à l'AFC, où l'Union sacrée pour la nation appelle à des sanctions pénales sévères contre cet ancien porte-parole du mouvement de libération du Congo qui a choisi son camp d'aller tuer les Congolais ensemble avec Corneille Nangaa. Analyse et commentaires sur Kiosque, mais aussi pour Chité, nous allons analyser ces énièmes missions confiées à l'informateur en vue d'identifier la majorité parlementaire par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, M. Augustin Kabouya est donc appelé à faire encore, après sa présentation du rapport dans sa mission d'informateur, après examen, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconduit la mission de l'informateur Augustin Kabouya afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront en même temps la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire partout ou portant sur la composition de la coalition majorité au pouvoir, sur les objectifs pragmatiques qui l'affiche stipule les communiqués de la présidence conduisant Augustin Kabouya, informateur. Voilà tous ces sujets qui vont constituer l'ossature de cette émission Kiosque qui reçoit ce jour Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo, en attendant que certains invités puissent nous rejoindre. Ensemble, nous allons donc analyser à fond l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Fabrice Pelende, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci beaucoup, très cher Eddy. Je pense que c'est la première émission que je passe avec vous en 2024. Je profite de l'occasion pour saluer le peuple congolais, oui. Remercier également la population de Moamba pour la confiance qu'il a placée en nous. Et bien entendu, malheureusement, le résultat n'a pas été ce que nous avons attendu. Donc, cette émission est une aubaine pour moi de remercier ici, comme je viens de le dire, cette population qui a jeté son dévolu autour de ma personne, bien que la CNU nous a donné les résultats qui n'étaient pas conformes à nos attendements, mais nous estimons que c'est une phase qui nous permettra d'apprendre encore plus, comme l'a toujours dit Nelson Mandela. Dans la vie, on n'échoue pas, mais on apprend. Je pense que c'est une étape qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et par le même truchement, je salue mon président, le président du mouvement de libération du Congo, le président Jean-Pierre Bemba, ici que je remercie pour la confiance qu'il a placée en nous. Et je pense que nous serons toujours au premier rang de la ligne de bataille pour défendre sa vision, son idéologie, puisque comme on le dit, comme moi je l'ai dit, nous avons prêté allégeance à Jean-Pierre Bemba et au MLC. Nous sommes fidèles à notre combat. Ce n'est qu'un talon d'Achille. Et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Et je salue également Maman F. Bazaïba,
Je le félicite également pour sa victoire à Tchopo. Je pense que cette législature, le peuple congolais attend beaucoup de cette législature. Et du moins cette configuration que nous avons vu arriver au Parlement, nous ne pouvons que féliciter et encourager les élus. Nous estimons que l'action que nous menons tous, c'est pour concourir au salut, au développement et au bien-être social. C'est comme je l'ai toujours dit, nous avons opté pour le choix de la liberté. Notre intendant, c'est la liberté. Et l'objectif final pour nous, c'est voir tous les Congolais vivre dans un monde meilleur où la paix régnera pour tout le monde. Bon. D'emblée, pour entamer votre question, j'embrasse la question ou bien vous allez encore me relancer? On doit te relancer. Merci beaucoup. Je pense que l'introduction, mon introduction était celui-là. Merci à vous aussi, monsieur le journaliste, de m'avoir permis de partager le plateau avec nous. L'actualité politique reste dominée aujourd'hui, en fait, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit fouler ses pieds en Angola, envie de rencontrer le président angolais, qui est également acteur, médiateur plutôt de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous ça? Bon, je pense que dans le langage des hommes civilisés, le dialogue est un moyen pour consolider un acquis, aller vers un juste milieu pour trouver des arrangements. Mais on sait que nous sommes dans une phase diplomatique où, en dehors du langage du dialogue, il faut également user des moyens dissuasifs pour que, dans les dialogues, que nous soyons dans une posture de force. Aujourd'hui, je félicite aussi les FRDC pour l'engagement et la détermination qui se mènent sur le terrain. La bataille fait rage au moment où nous parlons. Ce qui est vrai, cette situation est un complot international. Des dialogues, nous en avons eu des dizaines et des centaines de dialogues. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la mise à nu de cette situation n'est plus question seule du peuple congolais, mais c'est une question de la communauté internationale. Si vous avez suivi le cardinal Ambongo, il avait dressé un message fort pour dire qu'il fallait être dans une posture unitariste autour du chef de l'État pour permettre à ce que les Congolais ne fassent qu'un contre cette agression injuste qui se vit dans la sous-région depuis maintenant près de 30 ans. À part limiter, à part se rétracter autour du chef de l'État, je pense que le Congolais n'aura pas d'autre ici, ni d'autre choix, que de faire confiance à notre armée. Le dialogue, à mon avis, je l'ai toujours dit, nous ne sommes plus dans la phase où il faut dialoguer. Nous sommes dans la phase où il faut démontrer les muscles, comme le font d'autres nations, comme nous le voyons sous d'autres cieux. Il n'y a que le langage des armes qui peut intéresser Kagame, puisque nous l'avons dit clairement, aujourd'hui, à part défendre notre territoire au travers des FRDC, le dialogue ne nous apportera rien. Comme c'est un privilège protocolaire réservé à la diplomatie, je pense que le président Tshisekedi, à mon avis, devrait peut-être envoyer le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundu, là, participer ou représenter la RDC dans ces dialogues, et lui pouvoir se concentrer réellement à récupérer les territoires qui sont encore conquis par les rebelles, les ennemis de notre pays, en complicité avec cette communauté internationale qui continue à marquer le pas, puisque nous avons dénoncé, et le cardinal aussi a dénoncé, les récents accords qu'il y a eu entre l'Union européenne et le Rwanda. Oui. Vous devez comprendre que malgré toutes ces calamités, malgré tous ces tabous levés au niveau national, international, et il y a même aujourd'hui, nous constatons certains pays africains qui commencent à dénoncer clairement, à l'occurrence le Nigeria, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, pour dire que cette injustice n'a plus de nom. Et c'est incompréhensible au niveau de la communauté internationale que tel massacre se vit en Afrique, dans la sous-région de l'Afrique centrale, et la communauté internationale reste bouche bée, pendant que les conflits qui se jouent sous d'autres cieux au Moyen-Orient, entre autres l'Israël et la Palestine, on voit tous les jours comment ces informations sont relayées, et à demi-mesure, on voit ce qui se passe à l'Ukraine,
Et nulle part on parle de la RDC. Mais nous devons comprendre que le complot est profond et cette situation est faite exprès pour que nous soyons maintenus dans cette situation comme nous l'avons toujours été. Alors il n'y a que le Congolais pour briser ces tabous et aller vers une solution intégrale, c'est-à-dire riposter en ayant des alliés qui vont nous permettre à ce que cette guerre, cette injustice puisse finir. C'est le complot de la communauté internationale, vous l'avez certes bien dit, mais comme si cela ne suffisait pas, vous ne voyez pas que les dossiers sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo s'est compliqué davantage avec ce que vous avez évoqué, l'annonce d'un accord de coopération minière entre l'Union européenne et le Rwanda. À Luanda, vous ne voyez pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va également soumettre à l'ONU ce dossier qui a l'air d'un complot ourdi de toutes pièces contre la République démocratique du Congo. Très cher Eddy, ce qui fait mal, oui. On voit cette même communauté internationale, ici j'évoque l'Union européenne, qui est supposée être l'arbitre du droit international, continue à orchestrer des violations et des injustices pour des fins pécuniaires. Nous le savons tous que le Rwanda ne produit pas les coltan, le Rwanda ne produit pas les cobalt, le Rwanda ne produit pas du diamant, ni moins encore du cuivre. Mais allez voir dans cette situation, dans cette phase critique où nous allons vers 13 millions de morts, où il y a des déplacements massifs autour de Goma. Aujourd'hui, on parle de 2 millions de déplacés. Et au moment où nous parlons, les gens font des trajets de kilomètres pour fuir la guerre. Et en ce jour que nous sommes, l'Union européenne va signer un contrat de collaboration avec RSLR, oui, qui au niveau même de l'historique, puisque nous avons étudié les compositions, les richesses de chaque État, nulle part nous avons vu le Rwanda produire du coltan. Mais voir l'Union européenne, les gardiens, l'arbitre est supposé du droit international, aller conclure un tel accord, nous comprenons que le complot est vaste, le complot est grand et le complot est mis en place pour durer. Mais vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi va bousculer l'Union européenne et Kagame sur les fronts diplomatiques pour que la voix de la République démocratique du Congo puisse être entendue? Vous savez, on peut tout dire, mais le peuple congolais lambda attend les résultats. Tant que les gens meurent, on mettra en doute tout ce qu'il y a eu comme ménagement pour concourir à la paix. C'est un problème sérieux, c'est une calamité, c'est une plaie. Puisque nous allons de dialogue en dialogue, mais la situation continue à devenir critique. Et la communauté internationale qui est supposée garantir l'arbitrage fait le jeu de l'ennemi. Vous savez combien de milliards de dollars sont brassés derrière ces accords? Que fait la communauté internationale? C'est cette injustice. Voyez ce qui se passe dans les pays européens à travers la mobilisation des Congolais partout en France, en Suède, en Espagne. Une mobilisation tous azimuts. Tout azimut. Oui. Mais il le faut dans le pays de ces gens-là. Mais suivez les médias de ces gens-là. Vous n'entendrez pas parler de ça. On s'est dit, nous sommes humains, nous les hommes sur terre, ou bien le Congolais a été condamné à vivre dans cette situation hypothétique où l'avenir non seulement est incertain, mais l'issue n'est pas favorable. Parce que ça, c'est nous pousser à aller vers le bloc des Orientaux. Puisque l'Occident nous donne quoi? Mais moi, je suis libre de réfléchir. On nous a mis un embargo, et aussitôt l'embargo est levé. Il y a des violences, il y a la guerre qui bat encore son plein, plus que ce qu'elle a été, mais on pourrait voir autre chose, les derniers remparts. Mais faudra-t-il admettre que... Pourquoi ne pas aller solliciter une coopération militaire équitable avec des pays comme la Russie? Puisqu'on se le dit aujourd'hui, mais c'est cet Occident qui nous pousse vers la Russie. Ouais. Et dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu un territoire être soutenu par un pays qui, du moins voulant garantir sa sécurité, être continué à menacer. Mais l'Europe est en train de perdre l'Afrique. Parce que nous, les enfants d'aujourd'hui, après avoir fait tous ces constats, qu'est-ce que nous pouvons dire? Cette injustice est non justifiée
Alors, il faut chercher à se protéger. On peut se protéger pas seulement chez ceux qui nous ont mis dans cette situation, mais ceux qui n'en veulent pas. Entre autres, la Russie est prête à nous mettre en disposition des moyens qui peuvent nous permettre à garantir cette sécurité. Parce que ça serait une coopération équitable. Mais lorsque vous défendez la nécessité pour la République démocratique du Congo de diversifier le partenariat militaire entre Pékin, Kremlin plutôt, ou la Russie, en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale, vous ne voyez pas que cela offre une alternative prometteuse face au rôle prédominant des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine et de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs? Mais même quand vous évoquez l'Union africaine, l'Union européenne, quels sont les résultats? C'est ça le problème. Parce que je me dis, on nous pousse à faire quelque chose qui nous oriente vers une sécurité garantie. Comme vient de le faire le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Puisqu'on ne nous laisse pas le choix. Mon cher Eddy, dis-moi, puisqu'on dit à l'impossible, l'île n'est tenue. Puisque nous allons à Rwanda. On sait tous que l'issue de Rwanda sera d'une nullité absolue. Ça sera une vache maigre. De la longue haleine, on continuera à répéter de faire la même chose. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Et comment faire pour que cela ne cesse? Il y a des partenaires militaires internationaux qui existent dans d'autres pays dans le monde. Vous voyez l'injustice qui se passe même au niveau de Gaza. On n'encourage pas le terrorisme. Mais voir un peuple massacrer un autre peuple, voire même éradiquer au nom du terrorisme, c'est un crime de guerre. Mais la nature de cette violence est-elle différente de ce qui se passe en RDC? Pourquoi 2 poids 2 mesures? En 2 mois de guerre en Ukraine, les États-Unis ont envoyé 6 milliards de dollars. 6 milliards. Et aujourd'hui, il y a une promesse de 70 milliards bloquée par le Congrès américain et la Chambre des représentants. Donc, qui fera à peu près, depuis le début de la guerre à 2 ans aujourd'hui, à plus ou moins à 300 milliards de dollars pour un seul pays, à moins de 2 ans. Mais le Congo a fait aujourd'hui plus de 25 ans de guerre. Nous ne sommes même pas à 2 milliards de dollars d'aide. Et ces aides-là ne viennent pas en subvention militaire, en termes d'armement. C'est en termes d'alimentation pour les réfugiés, c'est-à-dire des programmes alimentaires. On tue, vous récupérez les réfugiés et vous les nourrissez maigrement. Je pense que s'il y a une justice de Dieu, si cette justice devait agir, ce serait encore pire. Mais vous ne voyez pas que... Mais comme nous sommes tenus au sort des hommes. Mais vous ne voyez pas que toutes ces aides-là, c'est l'expression d'une volonté politique. On peut ou ne pas vous donner. Il appartient en même temps au gouvernement de prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein, en répondant d'une manière favorable aux déplacés, mais aussi à ceux qui subissent la guerre dans la partie est du pays. Ça, on appelle ça de l'esclavagisme. Et ça continue jusqu'à l'ère d'aujourd'hui, jusqu'au 21e siècle. Parce que là où vous voyez les zones de conflit, les zones de guerre, là où les batailles font rage, il y a plus des ONG. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Puisqu'à un moment donné, même s'il faut mentir à une population une fois, on ne peut pas tout le temps mentir. Mais pourquoi ces Occidentaux savent que nous connaissons déjà cette vérité, mais ils continuent à demeurer dans cette situation et à continuer à signer des accords contre nature, malgré tout ce qui est dénoncé sur le plan de la communauté internationale? Non seulement c'est une méchanceté, non seulement c'est diabolique, mais on risque d'inventer un autre mot. Mais il faut démêler les chevaux, Fabrice. Mais comment démêler les chevaux? Parce qu'il y a l'équilibre des forces internationales qui existent. Aujourd'hui, si vous ne trouvez pas gain de cause auprès de ceux qui sont supposés vous protéger, les Nations Unies, la communauté internationale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver le plus au front. Comme je viens de citer nos amis du Burkina Faso et le Mali. Se protéger contre ses propres moyens, avec sa propre substance vitale, c'est-à-dire en termes de richesse, acheter des armes létales et nous permettre de prendre une posture de défense internationale. Parce que, vous savez, l'homme blanc cède. L'homme blanc,
dans tous les fracas, dans tous les affrontements, des grands affrontements internationaux, cèdent. Il y a eu des grands pays dans le monde qui ont connu ce que nous avons connu, mais qui sont aujourd'hui libres. Mais ils se sont fait aider aussi par certains multinationaux qui n'étaient pas forcément dans les cas des blocs des Occidentaux. Aujourd'hui, ils sont libres. Comme le Vietnam, par exemple. Si les initiatives de paix parrainées par la France, l'Union européenne et autres ne donnent aucun résultat, comme vous le dites là, vous ne voyez pas que les règlements de la crise sécuritaire congolaise par les armes ne peuvent pas être un élément à exclure par rapport à ce que vous proposez. Mais vous savez, quand aujourd'hui la RDC va acheter des armes auprès du marché international, c'est-à-dire auprès des marchés internationaux, c'est-à-dire venant du bloc occidental, mais vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle arme. Il y a des armes qui sont limitées. Et on vous impose même d'acheter des armes non léthargiques. C'est-à-dire des armes qui ne tuent pas, même s'il faut se défendre. Mais de l'autre côté, il y a massacre. Avec des armes aujourd'hui qu'on parle de missiles sol-air. Comment le M23 peut avoir et posséder, détenir des missiles sol-air? Et la RDC n'en a pas. Vous avez suivi tout ce qui a déclaré la MONUSCO à travers Bintou Keïta. Et quand les FARDC montent en force, il y a des condamnations. Mais c'est nous qui acceptons vivre et demeurer dans cette situation. Nous l'acceptons et nous l'encourageons, nous les soutenons même. Mais regardez un peu, moi je me pose beaucoup de questions. On voit même nos autorités faire des gestes indécents. Le gouvernement. Le gouvernement. Et qui sont censés résoudre. Ils vont se camponner derrière la population. Le peuple, soulevez-vous. Le peuple s'est soulevé. Le peuple est allé rendre justice pour son salut. C'est-à-dire, nous avons vu ce qui s'est passé ici, au travers des ambassades. C'était un message fort que les Congolais avaient lancé contre la communauté internationale. Vous ne pouvez pas venir dans vos ambassades ici, être libre, pendant que c'est vous qui tuez les Congolais. Mais quelle était la réaction du gouvernement, ce qui a fait mal? Mais vous ne voyez pas que ce geste... S'il vous plaît, le gouvernement interdit à cette population de manifester, de réclamer tout haut. C'est que le gouvernement fustige en faisant des gestes idylliques. Vous ne voyez pas que ces gestes prouvent à suffisance que le gouvernement est donc capable à résorber la crise sécuritaire à l'est du pays? Je ne sais pas si c'est une réflexion que vous émettez. Je trouve ça un peu chétif. Je ne sais pas si vous soutenez. Puisque nous sommes épris de bon sens. Nous sommes des Congolais, des patriotes. Oui. Puisqu'il y a dans la classe sociale les gouvernants et les gouvernés. C'est les gouvernés qui attendent la solution du gouvernant. Oui. Mais quand les gouvernants commencent à se plaindre, c'est grave. C'est catastrophique. Ils n'ont pas mesuré la dimension, la portée du geste. À qui devons-nous vouer notre sort? Mais cette population s'est lui-même pris en charge. Notre politique devait du moins faire semblant, parce que c'est le peuple. Le peuple est souverain. Nous sommes un État souverain. Mais et cette souveraineté devait s'exercer à travers... Vous savez, on devait laisser cette population... S'il vous plaît. Vous ne voyez pas que cela nécessite des mesures d'encadrement de cette population? Quelles mesures d'encadrement de cette population? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Est-ce que la population s'est attaquée aux expatriés, aux individus? La population est allée revendiquer auprès des ambassades. S'il y a eu des rapages, on a vu qu'on avait brûlé le véhicule de la MONUSCO. Mais c'est le complice numéro 1 qui représente un véhicule. C'est ça le problème. Notre ambassade au Rwanda. S'il vous plaît. Il ne faut pas dire ça. Non, mais écoutez, mais on est à bout. La MONUSCO fait partie de nos parrains. Donc, mon cher, ne me décevez pas. N'empruntez pas le langage de l'ennemi. Vous savez que notre ambassade au Rwanda est opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Oui. Comment vous pouvez expliquer ça? Puisque nous avons pratiquement rompu des relations diplomatiques avec le Rwanda. Ici, je ne sais pas si cette ambassade fonctionne, mais en principe, on ne devait pas voir notre ambassadeur au Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Sois quand même honnête, non? Mais vous incombez la faute à qui dans tout ça? Et vous voyez aujourd'hui, à peine 200 km que nous sommes. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi votre question? Vous incombez la faute à qui dans tout ce qui s'est passé? Je vous ai parlé du principe des dirigeants et des dirigés.
qui est censé trouver la solution, c'est des dirigeants. C'est-à-dire une classe politique qui est encore inactive, qui n'a pas encore pris les devants en termes de leadership pour dire et conduire. Vous savez ce qui fait la force d'un politique? C'est le peuple. Quand le peuple est derrière vous, rien ne pourra vous empêcher de réaliser vos ambitions ou bien de réclamer un droit. Parce que rien ne vaut le salut du peuple. Le salut populi suprême Alex. Le salut du peuple est au-dessus de la volonté de tout. Oui. Mais ce peuple-là meurtri qui crie et qui vient, qui réclame, et la classe dirigeante s'oppose à cette situation. Ou soit voit des mauvais yeux, ou je ne sais pas comment ils ont interprété. Mais sauf que nous avons compris qu'il y a eu un tract de moto qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec ça. Il y a eu des restrictions qui sont allées au-delà même des revendications de la population. Mais nous sommes Congolais, nous sommes là, on observe. Je ne peux pas vous poser des questions. Dites-moi, par quel mécanisme nous devons passer maintenant pour faire entendre notre voix au niveau de la communauté internationale? Parce que ce qui manifeste en Europe, je ne sais pas aujourd'hui, je crois peut-être aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça, il y aura aussi une marche là. Mais vous ne le verrez pas sur France 24. Vous ne le verrez même pas dans nos chaînes ici. Mais ces gens-là marchent. Mais comment devons-nous faire entendre notre voix en dehors du rempart absolu qui est la population? Et c'est comme je l'ai dit, nous sommes dotés d'une souveraineté. Nous ne sommes pas dans l'obligation ou bien dans l'obédience de faire des coopérations militaires avec ceux qui nous agressent. Les multinationaux sont là. Vous comprenez, cher Eddy? Donc c'est-à-dire que nous avons des minéraux, nous avons l'argent, nous avons la possibilité de nous protéger. Oui. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'engager une guerre aujourd'hui, avec le Rwanda, je vous dis, ce ne sera pas à notre faveur. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne se bat pas seul. Il se bat avec la communauté internationale, qui d'ailleurs montre à l'œil nu. Nous avons cité ici la coopération minière entre l'Union européenne. Et quand vous parlez de l'Union européenne, il y a 27 États. En première position, la France. D'ailleurs, qui vient dire ici, Macron venant dire ici que non, ne rejetez pas la faute chez les autres, cessez de nous plaindre, prenons-nous en charge. Mais comment nous devons nous prendre en charge pendant que vous allez coopérer avec nos ennemis? Donc aujourd'hui, si une guerre éclatée, c'est cette Union européenne qui va descendre sur le terrain de manière claire, faire la guerre au Congo et arracher les territoires de l'Est qu'ils ont toujours convoités. Voilà pourquoi, avant d'aller dans ces options-là, il faut mettre en place une vraie coopération militaire. Il n'y a que le passage en force qui va libérer ces pays. Vous savez, Lumumba, il a dit tout ça. Il ne faut pas monopoliser la parole. Non, je ne monopolise pas la parole. Mais l'action que Lumumba a menée l'a conduit à la mort. Idem avec le rat Désiré Kabila. S'il vous plaît, il n'y a que le rapport des forces, comme vous l'avez dit, mais il faut aussi critiquer par là le mini-sommet d'Addis Abeba et la rencontre d'aujourd'hui où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu en Angola, qui est du reste un endormissement à travers un dialogue des sourds. Fabrice Pelende. On peut beau dire des choses, mais quand on ne trouve pas de solution, ça ne sert à rien dire. Je suis en train de vous le dire, je suis sincère, je suis congolais. Même s'il y a un différent, même si on se voyait 100 fois, l'issue, tant qu'elle ne sera pas favorable, ça ne servira à rien, c'est protocolaire. Mais on sent, c'est une routine. On sent également une contradiction de votre part. Quand vous dites qu'ici, il faut engager une guerre contre le Rwanda, ça ne sera pas à notre faveur. Mais aussi, quand vous dites qu'il n'y a plus de solutions. Mais maintenant, quelle solution pour pallier à ces problèmes sécuritaires? Je vous ai dit ici, le président n'était pas obligé d'y aller. Il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères. Dans le contexte de la guerre aujourd'hui, puisque nous pesons aussi les pour et les contre. Nous voyons la position de cette communauté internationale qui attend peut-être qu'il y ait une déclaration de la guerre. Qui va arriver? Mais il faudrait avoir des garanties et des garde-fous avant d'engager cette guerre. Ce n'est pas une contradiction. Puisque la guerre, on la fera tôt ou tard, puisque qui veut la paix prépare la guerre. Mais entre-temps, le chef de l'État l'a si bien dit que... Sans la guerre, on n'aura pas la paix. Et il va convoquer les deux chambres du Parlement. Non, mais vous avez suivi... Pour faire la guerre. Le président avait parlé de l'escarmouche, moins de l'escarmouche. Mais quand on l'a fait, ça s'est fait à Goma. Ça s'est fait à plusieurs reprises.
Mais quand on lui a posé la question, puisque c'est ce que lui il attendait, l'escarmouche, c'est arrivé à plusieurs, bien même des bombes. Mais pourquoi le président n'a pas maintenu sa version de déclarer la guerre? Parce qu'ils ont compris que l'heure actuelle, déclarer cette guerre, même si aujourd'hui les décisions étaient en place, ça favoriserait la balkanisation. Donc, par conséquent, il faudrait d'abord commencer par dresser un langage contre cette communauté internationale, qui se fait d'ailleurs sur ce point-là. Je félicite le gouvernement. Mais il faut passer en action. Passer à l'action, c'est-à-dire se doter de moyens réellement, militairement capables de nous protéger. Mais on sent pas en vous l'analyse d'un homme au pouvoir. On sent l'analyse d'un opposant. Mais c'est ça maintenant le problème. Moi, je ne suis pas opposant. Moi, je suis au pouvoir et nous soutenons le président de la République. Nous soutenons l'action du gouvernement. Mais nous émettons des idées. Ne soyons pas dans une routine. J'ai ici évoqué les remparts de la population. Le peuple est derrière ce gouvernement. Vous savez, le chef de l'État a été élu à 73%. Ce n'est pas peu de choses. L'Union européenne a infligé des sanctions à la Russie. Mais qui a payé le prix le plus fort? C'est l'Union européenne et cette communauté internationale. Et ça a profité à la Russie. Je ne prends pas ici la Russie comme modèle. Mais je pense qu'en termes de liberté, en termes de garantie de la souveraineté relevant de cette liberté, de contracter avec des personnes qui peuvent nous protéger ou nous doter des moyens de protection, nous sommes dans la libéralité de le faire pour faire cesser ces massacres, cette guerre injuste et qui continue à gagner des galons à travers des accords qui ne s'expliquent pas jusqu'à aujourd'hui malgré tout ce qui s'est passé dans la sous-région. Et lorsque c'est gravissime tout ça. Et lorsque Jean-Jacques Mamba, votre ancien collaborateur, parce que vous avez œuvré avec lui au sein du mouvement de libération du Congo, a rejoint les camps de l'ennemi. Comment voyez-vous ça? Bon, j'ai beaucoup de respect pour l'honorable honoraire Jean-Jacques Mamba. C'était un des modèles du MLC, ce qui est vrai, il a fait son temps. Mais personnellement, sa réaction, je ne comprends pas. J'ai même douté pendant un long moment pour accepter que c'était vrai. Même quand j'ai lu dans la presse, je ne croyais toujours pas. Parce que je ne le voyais jamais dans cette posture. Et c'est à peine qu'on venait d'être ensemble lors de la campagne. Aujourd'hui, prendre cette posture, à mon avis, je dois encore rassembler les éléments pour commenter là-dessus. Non seulement ça blesse le Congolais lambda, mais il se met du côté de l'ennemi et il s'est exposé dans beaucoup de choses. Mais lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, vous ne voyez pas qu'il a le droit de se révolter? De quelle loi il faisait allusion? Vous, journalistes, ici, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. De quelle loi il faisait allusion qui a été violée? Quelle est cette loi qui a été violée, qui doit le pousser à rejoindre le camp des rebelles? Où aujourd'hui, non seulement tous les Congolais sont réveillés contre cette injustice, et cette communauté internationale est pratiquement mise à nu, cherche aussi des remparts, dont l'étau se ferme contre le Rwanda et le complot qui se vit à l'Est. Mais lui, il choisit ces moments-là pour aller là. Pour quelle raison? La raison que vous venez d'évoquer, la violation de la loi. Mais à quel niveau cette loi a été violée? Est-ce que, si on mesure l'intérêt de l'action, ça valait la peine? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Puisque je ne sais pas, on peut aider aussi notre population. Cette raison-là, vous dites qu'il y a eu violation. Dites-nous, qu'est-ce qui a été violé? Vous êtes journaliste et peut-être vous allez nous apporter aussi cette information. Qu'est-ce qui a été violé à ce niveau des institutions? On pourra peut-être donner aussi notre avis. Mais tant que la raison n'est pas clairement définie, laissons-nous voir, observer, avoir des éléments nouveaux. Peut-être prochainement, on pourra peut-être apporter la lumière. Jean-Jacques Mamba a, à tout moment, à travers sa sortie médiatique, dénoncé le fait que son siège a été vendu par son président national. Jean-Jacques Mamba fustige la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, du reste, gère mal le pays. Il s'est senti lésé en tant qu'un individu, en tant qu'un politique. Il a choisi son camp. Où est le problème? Quel rapport avec la violation de la Constitution à travers des éléments que vous évoquez?
dire que son président a volé son siège. Ça, c'est un élément. Est-ce qu'il y a des preuves? Je pense que ça ne tient pas ça. C'est un élément. Parce que j'écoute cette personne. Que lui-même a évoqué. Oui, justement, ça n'engage que lui. De toute façon, il est libre de ses actions. Mais nous voyons la réaction sociale. Comment le peuple voit ça et comment le peuple peut l'interpréter. Si c'est avec ces raisons-là, je ne pense pas voir la population congolaise lui donner des crédits. Puisque l'opposition est constitutionnelle. Mais là, il ne s'agit pas d'une opposition, mais il s'agit d'une phase, d'une posture rebelle. Et la nature de cette rébellion, aujourd'hui, est à la base de plus de 12 à 13 millions de morts. C'est avec ces raisons-là qu'il faut rejoindre cette rébellion qui tue les Congolais. Je pense que c'est sans objet, à mon avis. Et il a sa conscience avec lui. Je pense que les jours qui viendront pourra peut-être nous renseigner. Mais nous sommes allés aux élections. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été élu député que vous allez renoncer à vos ambitions. Moi, je viens de le dire ici. Moi, j'ai pris Nelson Mandela comme modèle. Il n'y a pas d'échec, mais on apprend. Moi aussi, j'étais candidat malheureux. Mais j'ai appris. Je n'ai pas renoncé à mon combat du MLC. Et je l'ai même dit ici, nous avons prêté allégeance à Jean-Pierre Bemba et au MLC. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la CENI ne nous a pas proclamé candidat ou bien élu député que nous allons renoncer à nos ambitions politiques. Mais sinon, pourquoi nous menons ces combats? C'est un parcours. Peut-être qu'il y a eu aussi moyen de nous donner de l'expérience à travers cet échec. Nous assumons. Et je remercie aussi cette population de Moamba d'avoir jeté son dévolu à travers ma personne. C'est-à-dire que c'est un combat qui se pérennise avec l'objectif d'une victoire. Pas une victoire individuelle, mais une victoire collective. Avec la population où nous allons concourir à l'action pour mener notre pays vers un salut. A jeté son dévolu sur toi. C'est la preuve à suffisance que tu as été réellement élu. Mais pourquoi la CENI ne vous a pas... Ah, mais ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Parce que moi, je me suis dit, mais si c'est comme ça que fonctionne la CENI, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la CENI, mais il y a à boire et à manger. Parce que moi, je me suis dit, même en rigolant, on ne l'appelle plus la CENI. C'est la Commission nationale, hein? La Commission nationale électorale indépendante. Non, 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 non. Cette signification n'est pas structurée conformément aux résultats qui se produit à la CENI. C'est une commission pour permettre... C'est une commission électorale indépendante. Électorale, mais c'est ce que j'ai dit. C'est cette commission-là... Électorale nationale indépendante. Non, mais ça, littéralement, oui, vous le dites comme ça. Mais cette commission-là, apparemment, c'est une structure où on a donné le prérogatif à certaines personnes pour choisir leurs élus, pas les élus de la population. Et ça, on fustige. Mais du moins, on ne pourra pas entrer dans la cuisine de la CENI pour détecter les éléments négatifs sans avoir de preuves. Mais nous constatons à travers des personnes qui sont élues que ces personnes ne reflètent pas la volonté de cette population. Et même des personnes qui ont été élues, je ne sais pas par quel mécanisme, puisque même dans l'audimat populaire, même lors de la campagne, on ne les a même pas vus sur terrain. Mais comment ils sont devenus des députés? Et lorsque le mouvement de libération du Congo... Vous voyez, même nous, au MLC, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Oui, mais lorsque le MLC désapprouve aujourd'hui Jean-Jacques Mamba après son adhésion à l'AFC de Corneille Nangaa, vous ne voyez pas que quelque part, le MLC n'a pas fauché? D'abord, j'aimerais vous rappeler ici que Jean-Jacques Mamba, avant de prendre position, aller vers les rebelles, avait déjà déposé sa démission. Il avait déjà déposé sa démission, donc il n'engageait plus les MLC, où tout ce qu'il disait ne pouvait pas engager les MLC. Donc, il était libre de ses actions. S'il avait fait pendant qu'il était MLC, ça serait un problème. Mais il n'était plus MLC, il est devenu un politique libre. Il a choisi son camp, ça n'engage que lui. Donc le MLC n'a rien à voir avec ça. Il ne faut même pas citer le nom du MLC. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais le MLC l'a désapprouvé déjà, après son adhésion. Cela prouve qu'il était au MLC. Bon, lorsqu'ils ont constaté qu'il a... Je n'ai pas vu un communiqué du MLC. Mais moi, je vous informe. À la dire cela. Bon, si c'est cette information que vous me donnez, je pense que c'est justifié.
Je pense que c'est dans le contexte. Puisque supposons que c'était une personne qui portait aussi le nom du MLC. Alors si le MLC s'est prononcé dans ce sens-là, et je pense qu'il a eu raison de le faire. Vous êtes politique. Vous êtes membre d'une grande formation politique qui est le Mouvement de libération du Congo. Cet acte posé par Jean-Jacques Mamba, faudra-t-il admettre qu'il est patriote, il a l'essence du nationalisme, ou Jean-Jacques Mamba n'est que quelqu'un qui veut aujourd'hui privilégier son intérêt au détriment de l'intérêt général de la population. Parce que quand je parle au détriment, je fais allusion également à l'endroit où il a opté, où on tue, on massacre la population. Lui, il a jugé bon d'être là. Je ne pense pas que cela soit un acte patriotique, parce que dans le mot, dans l'acte patriotique, on voit la patrie. Et la patrie est meurtrie par un groupe d'individus qui sont très bien identifiés. Et si vous choisissez ce camp-là avec des raisons tantôt que vous avez évoquées ici, ça, c'est du traîtrisme. En tout cas, je donne un avis personnel. C'est une haute trahison. Et je pense que les lois de la République aussi sont parées pour ce genre de situations. Et suivant le cours, l'évolution des choses, les jours à venir peut-être pourra nous donner plus des éléments. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas trop entrer en profondeur parce que j'ai les droits des réserves du moment où, moi personnellement, les motivations, je ne les connais pas très bien, mais je sais qu'il est dans un camp qui ne lui donnera pas gain de cause parce que c'est ce camp qui est molesté, mortifié par la communauté internationale, entre guillemets, et toute la population congolaise. Donc, c'est une trahison outrancière qui ne dit son nom et qui est même malheureux de voir un monsieur qui a fait un tel parcours arriver à cette situation politique controversée qui met en mal même la posture de certains Congolais qui sont bouche bée aujourd'hui. Donc c'est désolant, c'est malheureux, c'est décevant. Mais il a sa conscience avec lui, comme je viens de le dire. Cela n'engage que lui. Voyons voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Après avoir présenté son rapport, ça c'est un autre sujet, oui, auprès du président de la République, Augustin Kabouya reconduit un formateur. Nous pensons que l'informateur a un délai d'1 mois, renouvelable une seule fois en fait. Mais apparemment, c'est comme si le délai imparti n'a pas été à son comble. D'emblée, il a été reconduit. C'est par quel mécanisme? Fabrice Beleni. Vous venez de dire qu'il a un délai d'1 mois renouvelable. Oui. C'est-à-dire qu'il est toujours dans son temps. Puisque en suivant le communiqué de Kabouya déjà, lui-même n'avait pas voulu aller jusqu'au terme du délai de son mandat. Bien avant, il avait fini son travail. Je crois que ça fait aujourd'hui 2 semaines. Mais la mission de l'informateur, c'est identifier une majorité confortable au président de la République. Si après avoir effectué cette mission, parce qu'il est envoyé par le président de la République, le président de la République estime qu'il y a des éléments d'insuffisance qu'il faut compléter, c'est dans ses prérogatives de demander à l'informateur de continuer sa mission tout en écoulant les délais constitutionnels lui impartis. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de violation. Et il est dans ses prérogatives. Ce qui s'est fait aujourd'hui est constitutionnel. Donc, moi, j'estime que sa mission prendra fin quand cette majorité sera clairement identifiée. Et à ce moment-là, pourra intervenir le formateur en soi, celui qui va former le gouvernement. Donc, ça peut être une autre personne qui est Kabouya. Et cette personne-là peut devenir aussi Premier ministre, soit il ne peut pas le devenir, c'est la volonté du président de la République, c'est son pouvoir discrétionnel. Mais je pense que la démarche qui se vit actuellement est constitutionnelle et conforme aux lois de la République. Vous l'avez dit, hein, l'informateur explore les différentes possibilités en fonction de la force du parti politique en présence, envie de constituer un rapport, comme vous l'avez dit, parlementaire,
de constituer une majorité plutôt parlementaire auprès des présidents de la République, vous ne voyez pas que c'est un travail qui nécessite des capacités en négociant suffisantes pour fédérer en fait les différentes forces de façon à constituer cette majorité dont vous faites allusion? Pensez-vous que Augustin Kabouya a concilié toutes les tendances au sein de la majorité dont il est censé constituer? En ce que je sache, je ne suis pas l'informateur. L'informateur remplit la mission lui confiée par les chefs de l'État. Il descend auprès des parlementaires, identifier une majorité qui sera acquise au président de la République. Nous souhaitons que cette majorité soit confortable. Mais si le président lui-même estime que les résultats lui apportés par son informateur ne correspondent pas à son obédience, telle qu'il voit cette majorité, il est dans sa plénitude, comme je vais le dire ici, de renvoyer l'informateur, puisque le délai constitutionnel court encore. Il est dans son temps imparti. Donc, je ne trouve en rien qui peut entraver cette démarche de dégager une majorité confortable. On peut bien dire que le président de la République n'a pas été satisfait de cette majorité. Il demande une rectification. C'est plausible. Le commun des mortels se demande pourquoi toutes ces manigances politiques en vue de la désignation ou nomination d'un Premier ministre, alors que la situation n'est que gravissime et qu'ils attendent la nomination d'un Premier ministre pour résorber ne serait-ce que la crise. Cela doit se faire aussi dans la précipitation et non dans de telles manœuvres qui, du reste, ne rencontrent pas l'assentiment de la population. Non, mais pourquoi vous utilisez le mot précipitation? Parce que la Constitution a fixé un délai d'un mois. Et Augustin Kabouya a fait, je crois, pratiquement 2 semaines. Il n'a même pas encore atteint un mois. Et c'est renouvelable une fois. Donc, les délais courent encore. Et c'est la Constitution qui dit ça. Est-ce qu'on ne peut pas violer la Constitution pour privilégier l'intérêt supérieur? Non, violer la Constitution, c'est-à-dire aller au-delà du délai imparti. Mais tant que nous ne sommes pas encore au-delà du délai, il n'y a pas de violation de la Constitution. Au contraire, Kabouya l'a fait de manière expéditive. Mais à mon entendement, je pense que le président de la République n'a pas été satisfait, vu que c'était un court délai, mais les résultats ne correspondaient peut-être pas à ce que le président attendait. Voilà pourquoi il a retourné Kabouya. Voilà pourquoi il a retourné Kabouya, je crois, pour parachever sa mission. Donc je pense que le cadre est légal, est constitutionnel et formel également. Il n'y a pas de violation. Attendons voir, mais sauf que nous savons tous aujourd'hui que la République a besoin des institutions déjà opérationnelles pour que le pays marche convenablement. Parce qu'on a vu aussi, il y a un communiqué qui a neutralisé le ministre potentiellement ou récemment élu qui voulait faire des cumuls de fonctions. Les cumulards. Les cumulards. Mais le président de la République a des mesures restrictives. Voilà, et il y a même ces mesures qui ont frappé même des secrétaires généraux. Donc aujourd'hui au Congo, on ne signe rien. Ouais, le pays est pratiquement dans un temps mort. Attendons voir si c'est... Alors que cette situation ne peut pas aller au-delà d'un mois. Il y a des institutions qui marchent, qui doivent continuer à marcher au quotidien avec l'action du gouvernement. Et la Cour constitutionnelle n'a pas encore publié les résultats définitifs des candidats définitifs. Les députés qui sont au Parlement sont des députés provisoires. Oui. Il y a de ceux qui vont sauter de leur chaise bientôt là. Il y a de ceux qui vont entrer. Donc, le gouvernement est dans une turbulence. Donc, la République est dans une turbulence, est dans une, comment je peux dire, instabilité. Donc, bon, pas l'instabilité en termes de crise. L'instabilité, c'est-à-dire les institutions ne sont pas encore bien installées. Nous sommes dans une phase de flottement, si je peux le dire ainsi, où on attend que les vrais représentants institutionnels légalement établis conformément à la Constitution prennent les commandes et que le pays démarre. Et je pense que ça ira peut-être jusqu'au fin du mois de mars ou bien début avril, parce que la Cour constitutionnelle rend ses arrêts le 23 mars. Et
un gouvernement ne peut pas être formé par des députés provisoires. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, allez-y comprendre que cette situation nous oblige à observer cette phase de flottement jusqu'à la mise en place d'un gouvernement et des institutions qui vont être réellement légales et concourir à l'avancement du pays. Très bien, c'est d'ailleurs votre mot de la fin, hein, Fabrice Pelende. J'avais un mot de la fin à glisser. C'est la fin de cette émission. Là, c'est la conclusion de la question, mais c'est la fin de cette émission parce que accordez-moi une minute, j'aimerais remercier déjà à sa fin. Nous sommes obligés d'interrompre l'émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Doudou Montiri qui a réalisé cette émission, les coachs. Doudou Montiri. Les prochains rendez-vous est donc pris pour les jeudis, mais d'ici là, portez-vous bien. Moi, je dis à la population... Sur Canal Congo Télévision. Moi, je dis à la population de continuer son combat en soutenant notre gouvernement. Et la lutte continue. Nous sommes déterminés à libérer ce pays avec l'engagement que nous avons dans les MLC derrière notre président Jean-Pierre Bemba.